Bonjour et bienvenue dans cette cinquième partie consacrée au langage HTML5. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai téléchargé deux programmes qui vont nous servir à faire du traitement audio et vidéo. De plus, je fais cette formation, je parle de ces deux balises que maintenant, pour une raison, c'est parce que on va devoir en fait tester ces balises au travers de différents navigateurs, puisqu'ils vont pas tous reconnaître les mêmes formats de fichiers. Alors, dans un premier temps, on va aller sur notre page par index, parce que elle est un petit peu remplie, notre page d'index. Donc on va se mettre sur la deuxième page qui est accueil, et dans notre page d'accueil, alors c'est vrai qu'on devrait appliquer un petit peu mieux la structure comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Donc pour pas m'embêter, je vais recopier le tout du footer jusqu'au header, donc tout le contenu du body. Copie. Et dans accueil, tout ce qu'il y a dans le body, hop, je le sélectionne et je le remplace par ce qu'il y avait dans l'accueil. Sauf que ici le tableau, je vais pas le garder, donc j'enlève toute la partie table. Voilà. Ici le bas d'image, je vais la laisser pour le moment, et ici c'est ma page d'accueil. De même que là, ça sera aller à l'index. Et le fichier sur lequel je clique, ça sera le fichier index. Voilà, donc j'ai réappliqué la structure typique pour du HTML5 sur notre deuxième page accueil, en remodifiant les éléments bien sûr qu'ils ont changé entre d'une page à l'autre. Et ici, dans notre section article, je vais la dupliquer. Donc un petit copier-coller. Et je vais mettre un H3 que je vais aussi dupliquer pour le remettre dans la structure en dessous. Et en dessous, je mettrai les éléments que je vais justement vous parler. Donc je vais décaler, comme ça le curseur il sera prêt quand je recliquerai la prochaine fois. Voilà. Donc ici, dans la première, on verra écoute ma musique. Et ici, ça sera on regarde ma vidéo. Voilà. Donc, très simple. Dans le bloc, ici, on mettra notre fichier musical. Et puis, dans ce bloc-là, on va lui mettre notre fichier vidéo. Alors, pour mettre une musique en HTML5, c'est quoi la balise? Malheureusement, elle n'est pas dans les snippets plus. Et elle n'est pas plus dans les snippets ici. En d'autres termes, soit on la connaît, soit on la connaît pas. Si je fais CTRL entrée, CTRL barre d'espace, et que je défile dans la liste, d'après ce que je viens de voir, je l'ai pas vu. Donc, quand on sait pas, par exemple, donc là je le sais, mais c'est pour vous faire voir encore comment on fait quand on sait pas. Donc je voudrais la balise HTML5, et puis là on voit que l'aide à l'autocomplétion
de Google nous dit qu'il y a une balise vidéo, une balise audio et une balise article. On va prendre la balise audio. Et ici, bon bah c'est un lien que j'ai cliqué précédemment, donc on pourrait recliquer sur ce site ou un autre, hein, c'est à vous de voir. Donc sur ce site, ce qui est pas mal, c'est qu'il va me dire, en fonction des navigateurs, quel format audio sont-ils capables de lire. Donc on voit que le MP3, format que vous connaissez tous, bah, Firefox ne le reconnaît pas, du moins à sa version 14 au moment où l'article a été rédigé. Google Chrome il le connaît bien, Internet Explorer il le connaît bien, Safari il le connaît bien, mais Opera le connaît pas. Ensuite le format OGG, donc là Mozilla le connaît, Chrome il connaît, bon je vous évite de dire la suite. Donc on voit bien que Chrome déjà il connaît tout. Que le Wave, ça il faut l'éviter parce que c'est un format non compressé. Donc je vous ferai voir pourquoi, je vous dirai bien pourquoi, on verra. Et du coup bah voilà, on se retrouve avec l'histoire qu'on va devoir tester notre page à travers différents navigateurs. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça ne donne pas la balise audio. Alors ici on nous dit que la balise audio va avoir différentes propriétés. Donc attributs et valeurs. D'accord ? Donc là vous avez les définitions des attributs et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc le plus important étant SRC, donc le fichier son en question, et contrôle si on veut afficher les boutons, la lecture, la pause, le volume, voilà. Et ici on a un exemple d'utilisation, c'est-à-dire une balise audio, bah, commence par audio, se termine par audio, elle a un attribut, une propriété comme il dit contrôle, d'accord, dont la valeur est contrôle. Et ensuite il a deux éléments, source, qui s'ouvre et se ferme aussitôt, et chacun de ces éléments source ont un attribut SRC qui cible un élément de type audio, d'accord, puisqu'on le voit, type audio, au format MP3 et l'autre au format OGG. Donc ici il y a bien un fichier exemple MP3, exemple OGG. Et ici le texte qu'on voit apparaître veut simplement dire que si le navigateur ne reconnaît pas ces balises, à la place il affichera ce texte. En gros c'est ce que ça voudra dire. Donc là je sais pas pourquoi il y a un audio qui traîne tout seul. Logiquement il y a un audio qui s'ouvre, audio qui se ferme, et là on a un audio en plus. Bon enfin, c'est pas grave. Alors bah vu qu'on veut tester l'audio, on va prendre ce code déjà. Donc après, si vous n'avez pas ce code, on n'était pas sur la même page, alors ça faisait un truc du genre audio avec un attribut control avec un S qui était égal à controls ça c'est pas au bon endroit, hop, c'est là-dedans. Et dans cette balise audio on avait source x2, et ce source avait des attributs qui sont un petit peu différents, donc on les mettra à la main. Par exemple, CTRL ALT entrée, et si je colle le texte que j'ai en mémoire, que j'ai copié du site, donc j'ai bien audio controls, audio, alors là il m'a mis un SRC, donc ça je l'enlève, donc j'ai audio controls, source SRC, donc ça faut que je le rajoute, et le type faut que je le rajoute aussi dans la source. Donc je vais copier ce que j'avais copié, sinon si je copie pas, vous faites ça, hein, SRC égale entre guillemets le chemin qu'on donnera,
et le type entre guillemets et puis ce qui est écrit, hein. Donc là je vais faire du copier-coller, il suffit de recopier ce qui est écrit, ce qui est dans la vidéo. Là je vais recopier l'ensemble des attributs pour la reproduire sur la deuxième et changer simplement le MP3 par OGG comme on voit. Voilà. Donc limite on pourrait ajouter le texte en dessous. Donc en gros on pourrait dire merci de mettre à jour votre navigateur. Parce que s'il voit ça, ça veut dire que son navigateur est un petit peu ancien. Voilà, donc là j'ai rajouté ma balise audio. Bien entendu, pour l'instant, j'ai donné aucun fichier. Alors, je vais ouvrir mon ordinateur et je vais mettre dans musique. Et ici j'ai un fichier MP3 sur lequel on va s'en servir. Donc, vu que par défaut il y en a qui reconnaissent bien le MP3, je vais copier ce fichier MP3 que je vais mettre dans mon web local. Donc hop, petit tour, Explorer. Et ici, j'ai déjà fait. Mais bon, sinon, hop, je vais enlever. Donc je vais créer un dossier, comme vous l'avez vu, musique. Alors après, c'est pas obligé de l'appeler musique, hein, faites comme vous voulez. Et dedans, je colle mon fichier MP3. Bon, pour pas me tromper dans le nom de ce fichier, je vais copier ce nom et je vais le coller ici dans la ligne MP3. Alors pour le moment, vu que j'ai qu'un seul fichier MP3, la deuxième balise ici, je vais la mettre en commentaire. Comme on a vu précédemment, voilà. Bien entendu, ce fichier MP3 par rapport à ce fichier accueil se trouve dans le répertoire musique. J'ai mon fichier accueil et je suis bien obligé d'aller dans le dossier musique pour avoir le fichier MP3. Donc ici, dans source, je dis tu vas dans musique, puis tu me prends le fichier MP3. Voilà, donc je vais enregistrer cette page. Et là c'est pareil, vu qu'on a besoin de tous les navigateurs, donc je vais ouvrir tous les navigateurs. Donc Mozilla, Internet Explorer, Opera, Firefox et Google Chrome. Alors ce que je vais faire, c'est que ici je vais prendre l'adresse de ma page d'index. Et dans chacun de mes navigateurs, donc pour Internet Explorer c'est la petite croix là-haut, la petite roue. Dans options Internet, je vais dire que la page par défaut, c'est mon site web. Et je valide par OK, et puis je le ferme. Si maintenant je l'ouvre, la page par défaut est bien mon site web. Donc là je le laisse réfléchir, des fois il met du temps. Lui pareil, donc dans Firefox, c'est dans Options, Options. Et ici la page d'accueil, c'est ma page que je cible ici. Je dis OK, je peux fermer. Et je rouvre. Alors là c'est pas pratique, je suis obligé de retourner à chaque fois dans le menu, donc je vais épingler Firefox et je vais épingler Opera. Et puis je vais les mettre à côté des deux autres. Donc Firefox pareil, il va mettre un petit temps, donc c'est pas grave, on le laisse de côté pour le moment. Et Opera, même chose, donc le menu Opera là-haut, dans Réglages, Préférences, la page d'accueil, c'est cette page que je décide, donc mon site. Je peux fermer Opera, ouvrir Opera, et il est censé afficher la page du site. Donc des fois c'est un peu Internet Explorer qui fait bloquer les autres.
voyez, dès que j'ai coupé Internet Explorer, les autres tout de suite se sont affichés, aussi bien lui que l'autre. Donc des fois, voilà, il me posera un peu de problème celui-ci. Donc là, je sais pas laquelle version j'ai mis là-dedans. Donc je vais le détacher, celui-là, c'était le 64 apparemment. Donc je vais utiliser le version 32. Peut-être qu'il buggera moins. Bon. Décidément, il n'a pas envie de se décider. Allez comprendre pourquoi en cliquant sur index il m'a affiché la page tout seul. Bon, enfin c'est pas grave. C'est Internet Explorer. Alors, qu'en est-il si je vais sur ma page d'accueil avec Internet Explorer ici? Donc je vais sur ma page d'accueil. Alors, bon, bah le temps qu'ils réfléchissent pour y aller, on va prendre Firefox et on dit on va sur la page d'accueil. Alors là, c'est avec le PC virtuel qui va m'en faire voir de toutes les couleurs. Donc le plus simple, c'est peut-être que je vais pas tous les mettre en même temps. Et on va le faire un à un. Par contre, l'Internet Explorer, je vais l'ajouter à la barre des tâches. Et on y va, on va le faire avec Chrome au début. Donc on va sur la page d'accueil de Chrome, et on voit bien que sur écoute la musique, on a le lecteur. Et que si je clique sur lecture, vous entendez qu'on a la musique qui se lance. Voilà, je code tout de suite parce que sinon ça va plus s'entendre. Donc, pour Chrome, le format MP3, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ce qu'il nous disait, Chrome, MP3, pas de problème. Qu'en est-il d'Internet Explorer? Donc je vais à l'accueil. On a le lecteur style Windows 8. Je clique sur lecture, on entend la musique. Voilà. Donc pas de souci pour le MP3 au niveau d'Internet Explorer. C'est ce que le titre, ce que le site nous dit. Internet Explorer reconnaît bien le MP3. Donc Safari, normalement c'est pareil que Chrome. Alors là on voit une différence, c'est sur le format OGG. Mais bon, faut savoir qu'on va prendre les deux de toute façon. On va prendre MP3 nous et OGG, puisque Wave j'ai dit qu'il faut mieux éviter. Et qu'on va continuer la suite. Donc, je ferme Internet Explorer pour le moment. Et j'ouvre Opera. Donc Opera il est censé pas le comprendre. Il y a une croix. Donc je vais dans la page d'accueil. Ici j'ai un lecteur qui s'affiche. Mais si je clique sur lecture, bah voilà, il n'y a rien qui se lance, il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de temps. Donc ça veut dire qu'il ne le comprend pas, tout bonnement. Donc voilà, Opera, il nous disait bien qu'il ne comprenait pas. Par contre, Opera comprend bien le OGG. Qu'en est-il de Mozilla? Version 14 qui dit qu'il ne prend pas. Donc je vais à l'accueil, j'ai bien un lecteur, j'ai bien un temps et une barre qui charge visiblement. Et on entend bien le son. Donc Mozilla Firefox reconnaît maintenant le MP3. Donc je sais pas où on va le voir à propos de Firefox. On est en version 22. Donc faut voir que l'article date un peu. Donc mis à part Opera, pratiquement tout le monde est prêt à lire du MP3. Seulement voilà, il faudra bien qu'on donne pour les utilisateurs qui utilisent Opera notre musique. Donc on sera obligé de transformer notre fichier MP3 en fichier OGG. Donc là je vais fermer Firefox, ça c'est là que je le laisse ouvert pour le moment. D'où la raison du téléchargement des deux programmes. Donc celui qu'on va utiliser, ça va être Audacity, c'est celui qui va faire des traitements sur le son.
Alors, pourquoi tu nous as fait télécharger une DLL alors que le programme n'a pas l'air d'avoir de soucis? Bah ça, on va s'en rendre compte après. Premièrement, je vais aller chercher mon fichier de son et je vais en faire une copie pour le mettre sur le bureau pour travailler avec ce fichier là. Donc ce fichier, je vais le déplacer tout simplement dans le programme Audacity. Et vous voyez qu'il charge le fichier dedans. Ici, on va pas faire de modification sur le son. Tout ce qu'on va faire, c'est que dans Fichier, on va demander de l'exporter. Et cette fois-ci, on va changer le format, on va dire en Wave. Truc que je vous ai dit qu'il faudrait pas qu'on fasse. Donc là, on dit OK, puis on le laisse faire. Et du coup, on a notre fichier Wave. On pourrait faire la même chose, fichier exporter, et là dans le format, choisir fichier OGG Vorbis. On enregistre, on dit OK, et on le laisse faire. Donc on voit que Wave ça a été très vite à faire, et que OGG Vorbis ça met un peu plus de temps. Et vous allez voir pourquoi aussi. Donc si je prends le fichier Wave, que j'ai dit qu'il faudrait pas mettre sur le web, bah regardez sa taille dans l'infobulle, il me dit qu'il fait 27,9 MO. Donc 27 mégaoctets, on va dire 28. Qu'en est-il de mon fichier MP3? Bah mon fichier MP3 qui est le même son, d'accord, mais dans un conteneur différent, dans un codec différent, et là il fait plus que 5 mégas. Donc il est compressé. Et dans le OGG, il ne en fait plus que 3 mégas. Voilà pourquoi c'était plus long de convertir en OGG, parce qu'il y a eu un traitement supplémentaire pour compresser encore plus la taille de ce fichier. Donc c'est pour ça qu'on ne prendra pas le Wave. Mais imaginons que j'avais pas le fichier MP3 ici. Et que du coup je partais sur un fichier Wave. Donc même chose, je le mets dedans. Et dans fichier, je veux l'exporter. Mais vu que j'ai pas de MP3, donc je voudrais l'exporter en MP3 ici. Donc je l'enregistre, je dis OK, et là il me dit ah, il me manque un fichier qui s'appelle lame encode DLL. Et ce fichier, on l'a ici. Alors, j'annule l'opération et je vais fermer Audacity. Puis je vais aller dans son dossier d'installation, donc dans le disque dur C, dans Programme File x86, ou Programme File tout court si vous avez qu'un seul Programme File, hein, d'accord. Sinon c'est x86, et vous avez le dossier Audacity. Et là-dedans, bah, je vais lui rajouter sa DLL lame encode qu'on a téléchargé dans la vidéo précédente. Et à nouveau, je vais ouvrir Audacity pour qu'il prenne en compte le changement que je viens de faire, lui ajouter un fichier. À nouveau, je vais glisser mon fichier Wave dans Audacity. Voilà. Puis, je vais demander de l'exporter. Et même chose, je l'exporte sur le bureau, là je dis OK, et là il me dit, il est où le fichier lame encode? Donc on pourrait se dire, il l'a pas détecté. Donc si je parcours, je dis, bah attends, il est dans ordinateur, il est dans C, il est dans Programme File, il est dans ton dossier, il est ici. Voilà, maintenant je te le donne. Et là il me dit toujours impossible d'ouvrir la bibliothèque d'encodage. En d'autres termes, le fichier qu'on a téléchargé n'est pas bon. Donc c'est pas grave. On ferme le programme à nouveau, on supprime ce fichier qu'on a téléchargé précédemment, puis dans le navigateur, dans Google, on va taper lame underscore enc.dll et on va aller le chercher sur fichier-dll.fr. Donc je clique dessus. Je retourne un cran en arrière dans la recherche Google. Et je vais plutôt aller dans fr-dllfile.com. Voilà, c'est ce site là, généralement on a des problèmes de DLL, on va sur ce site là en fait.
Et ici on demande de télécharger le fichier compressé. Et du coup ça nous télécharge un zip lame en code. Donc dans le dossier téléchargement, je vais extraire ce zip, extraire in new folder. Voilà. Et dedans je vais prendre le fichier lame en code que je vais copier et que je vais remettre comme tout à l'heure dans Program File, Audacity, et je vais le coller dans le dossier d'Audacity. Voilà. Je vais réduire ça. Et à nouveau, je vais réouvrir Audacity. Je reglisse le fichier Wave dedans. Dans Fichier, je demande d'exporter. Toujours sur le bureau, au format MP3. Je dis OK. Et là, il se met à exporter mon fichier MP3. Voilà, donc c'est la seule fois où vous aurez besoin de lui dire à Audacity. Bon, bien sûr, si vous le réinstallez sur un autre ordinateur, il faudra lui redire aussi ce genre de choses. Mais sinon, après, vous lui redites plus jamais, quoi. Une fois qu'il sait où il est, le fichier, il est content. Donc, voilà avec Audacity. Alors, il y en a un autre. Parce que Audacity, comme vous le voyez, on va pouvoir faire conversion d'une musique par une musique. Mais imaginons on avait 3 musiques à convertir, c'est un petit peu embêtant. Alors un autre programme qui est FreeMaker, je crois bien. Ou plutôt FreeMake. Donc je pense que c'est lui. Ouais, donc c'est lui. Donc on va prendre le FreeMake Vidéo Converter, mais il fera de l'audio aussi. En fait, il fera de l'audio et de la vidéo. En gros, ça sera le tout en un, quoi. Donc j'exécute en français. Donc là, je décoche. Suivant. Ici, je personnalise. Je décoche tout ce qui est machin, la barre d'outils. Ici, je ne veux pas installer accélérateur de PC. Suivant. Ici, personnaliser. Et j'installe pas les plugins et je veux pas d'icône sur le bureau. Suivant. Et suivant. Donc, je peux fermer cette page en attendant. Fermer le Audacity, j'en aurai plus besoin. Et voilà, bon, bah je vais l'exécuter maintenant, hein. Comme ça on le verra tout de suite. Donc la petite page, bah, on s'en fout. Et voilà. Donc ici, bah, on pourra travailler sur de la vidéo, de l'audio, des DVD, des photos. Bien sûr, le programme est gratuit. Donc audio, il va me demander quel fichier audio je veux ouvrir. Et il reconnaît ces types de fichiers là. Dont le OGG il connaît, le Wave il connaît, le MP3 il connaît. C'est super, c'est tout ce qu'il nous faudrait. Donc, pour par exemple le convertir un MP3 en un autre fichier, donc je pourrais soit cliquer audio et puis ouvrir un fichier audio, ou soit je prends le fichier audio et je glisse dans l'interface. Ici, imaginez que je pourrais en glisser plusieurs, ça ferait une liste à convertir. Et ici, ce fichier, dans quoi je veux le convertir? Bah, vu que c'est mon fichier MP3, je vais dire que je veux le convertir. Hop, cela je vais faire comme si je les avais plus.
et je vais demander en wave. Donc audio, ça doit être tout au début à mon avis. Ah, il y a des chances que ça soit vraiment que pour la vidéo ce truc. Ça serait dommage. Convertir en MP3, non. Ah, je me suis trompé. Donc il y en a un autre qui existe en fait pour l'audio. Désolé. C'est parce que c'est le nom, j'ai retenu le nom et du coup... Donc on a un FreeMake pour l'audio. Converteur. Donc voilà, je pourrais aller sur le site de FreeMake, hein, comme tout à l'heure. Et là je prends le convertisseur audio MP3, donc même principe. Télécharge le truc, on l'exécute, on l'installe. En français, on fera attention aux options qu'il va nous proposer. Donc on décoche, on ne veut pas envoyer des trucs. Là, on installe personnalisé, on décoche pour rien installer autour de tout ça. Là, on veut pas de PC trop lent, que dalle avec autre chose. Ici, on veut pas d'icône sur le bureau. Et le reste, c'est bon. Donc bah celui-là on le reverra tout à l'heure quand on parlera des vidéos. En même temps il peut toujours rester dans votre PC, c'est toujours utile. Des fois quand il y en a un qui délire, bah on en a un autre de secours on va dire. Ils ont une interface assez esthétique je trouve. Donc je vais l'exécuter maintenant. Hein. Donc même chose, hop. Et là on est parti, donc bah là on a que audio, on peut importer que des fichiers audio puisqu'il peut convertir que de l'audio. Donc il va pouvoir convertir en MP3, en WMA, en Wave, en FLAC, en AAC, MA4 ou M4A ou OGG. Donc nous ce qui nous intéresse principalement, OGG, MP3. Donc ici j'ai un MP3, je le mets dans la liste, et ce MP3 je veux le convertir en OGG. Donc je veux le mettre au même endroit sur le bureau et je peux même choisir la qualité dans laquelle je veux l'avoir. Je convertis. Donc vous voyez les boutons et tout, je trouve ça assez classe, franchement assez classe. Bravo à celui qui a fait ça. C'est rare d'avoir des programmes assez esthétiques. Voilà, donc ceci est fait. Donc on a notre OGG. Donc là bah, je vais l'enlever de la liste. Je supprime, donc ça supprime pas le fichier, hein, ça le supprime de la liste. Et cette fois-ci, imaginons que j'ai le OGG et je voudrais avoir le Wave. Donc même principe, hop, je convertis et on a vu que le Wave ça allait très vite. Hein. Et même chose, imaginons que j'avais pas le MP3 et que j'ai le Wave et que je voudrais le MP3 du Wave. Donc vous comprenez que je vais cliquer ici sur MP3. Convertir. Et c'est pareil, ça va prendre un petit peu de temps, mais un peu plus rapide que le OGG. Voilà. Bon, bah voilà, le programme, comme vous voyez, il est assez simple d'utilisation, hein. Pas très compliqué. Donc voilà, moi ce qui va m'intéresser c'est principalement le fichier OGG, puisque le MP3 j'ai déjà mis. Donc c'est le OGG, je vais le prendre, je vais le copier, et je vais le mettre dans mon répertoire de serveur. Donc data, local web, dans le dossier musique, à côté de mon fichier MP3. Et j'ouvre mon accueil, puis je vais décommenter le code que j'avais commenté précédemment. Et ici, bah, je vais lui dire, bah, ça va être la même chose que ça. Ce sera toujours dans le dossier musique, le fichier s'appelle du même nom, sauf que l'extension étant OGG. J'enregistre ma page d'accueil.
Donc qu'en est-il maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, Google, de toute façon, il n'y aura pas de surprise, lui il sait lire les deux. Donc là il lit franchement le premier, puisque le premier, le MP3, il le reconnaît, donc il va le lire tout de suite. Si j'avais mis OGG en premier, il aurait essayé de lire le OGG en premier. Et s'il n'aurait pas pu, bah, il lirait le deuxième. Donc qu'en est-il d'Internet Explorer? Bah pareil, vu qu'il saura lire le premier, donc ça va pas changer, hein, il va lire le premier. Bon, on y reviendra tout à l'heure. On va sur Opera, on va à l'accueil, et cette fois-ci on voit qu'Opera, il y a le temps, on voit une barre de chargement, et que maintenant nos utilisateurs d'Opera pourront lire la musique, tout comme les autres. Alors Firefox, bah c'est pareil, hein, il saura lire le MP3 tout simplement, il va même pas chercher le OGG, même s'il comprend le OGG lui. Donc Internet Explorer, est-ce qu'il s'est calmé? Voilà, je suis passé en mode affichage de compatibilité, apparemment ça... Alors là, clairement, il me dit mettre à jour le navigateur. Là, il se fout de ma gueule, j'ai l'impression. C'est Internet Explorer 10 en plus. C'est bizarre. Voilà, c'est... faut essayer de comprendre avec Internet, c'est pas possible. Donc voilà, le son passe comme tout à l'heure, qui passait normalement tout à l'heure. Et après, Microsoft, il se demande, mais pourquoi personne n'utilise mon navigateur maintenant? Bah ouais, bah voilà, un bon exemple, Microsoft, si tu regardes la vidéo. Continuons. Donc maintenant qu'on a vu la musique, eh ben on va voir la vidéo. Donc, même principe que pour l'audio. On l'a vu un petit peu tout à l'heure quand on a cherché ici pour la balise audio. D'ailleurs, on pourrait même ne pas changer de site, hein, puisque sur son site, il propose plusieurs balises. Et on s'imagine que la balise vidéo, bah, pour la vidéo, ça va être une balise qui va s'appeler vidéo. Donc voilà, vidéo, les navigateurs. Et ici, c'est pas les formats des fichiers, mais les codecs pour les vidéos. Donc les formats, ce sera WebM, MP4, OGG. Par contre, les codecs utilisés sont H264, OGG, WebM. Alors, si on regarde déjà dans la liste des navigateurs, bon bah Google Chrome, toujours vainqueur. Internet Explorer et Safari, ils font la gueule dans un sens sur OGG WebM, et Opera, lui, fait la gueule sur H264 et OGG. Donc en d'autres termes, si on devait en utiliser le moins possible, bah, on pourrait utiliser H264, comme ça tout le monde comprend au moins ces trois-là, et ensuite les deux qui restent, c'est-à-dire aux extrémités, Opera et Mozilla, eux comprennent le WebEM. Donc on pourrait leur donner du WebM là. Alors après on a les propriétés de la balise vidéo comme on a vu pour l'audio, donc il y en aura un petit peu plus. Et la structure du code est sensiblement le même, une balise vidéo comme audio. D'ailleurs c'est peut-être le truc audio que j'aurais dû laisser, et peut-être pour ça qu'Internet Explorer bug un peu. En fait, peut-être qu'il y a vraiment une balise comme ça ici, à cet endroit-là. Pour juste le code, sinon si vous mettez pas cette indication en cas où il n'arrive pas à comprendre les formats, vous mettez pas la balise ici. Par contre si vous le mettez, alors mettez la balise vidéo, ça évitera peut-être les bugs avec Internet Explorer comme on a vu. Donc après cette parenthèse, on voit que vidéo a un attribut contrôle qui vaut contrôle, donc poster ça on verra après, source bah pareil,
avec l'attribut src qui va cibler le fichier vidéo en question, et ce sur les types vidéo dans ces différents formats. Alors j'ai parlé de deux choses quand même différentes. J'ai parlé de format et j'ai parlé de codec. Le format MP4 peut être encodé, la vidéo peut être encodée avec le codec H264. Mais le format MP4 est un conteneur, en fait. Ce conteneur va contenir des images, une bande son et un algorithme, un calcul mathématique qui permet de diminuer plus ou moins la taille des images en fonction des pixels qu'elles affichent, et du coup bah voilà, ça fait un traitement particulier. Donc entre les codecs différents, les calculs sont différents. Par contre, les images et le son sont toujours les mêmes. Seul le calcul qui fait que les images et le son vont être plus ou moins, au final, auront un poids plus ou moins gros. Ce qui fait que souvent les gens confondent codec et format. Donc il faut savoir que le codec, c'est ce qui va donner le traitement mathématique pour le codage de la vidéo. Et le format, c'est ce qui va contenir ce codage, les images et le son pour faire votre vidéo. WebEM, MP4, OGG, ici c'est des formats. Et là, on voit des codecs. Donc OGG est aussi un codec comme un format. Comme on avait vu par exemple, MP3 est un codec pour l'audio, mais aussi un format. Le WebM là, est un format à part entière de Google pour la vidéo. Voilà pour les explications. Donc ici on a notre code, et ici on a les visuels de ce qui va se produire par rapport à ce code. Donc c'est la même chose, hein, vidéo, contrôle, source, etc. Donc on va faire la même chose, hein. On va prendre, on va copier, on le met dans notre fichier et on colle. Donc là je vais pas réécrire toutes les balises, vous comprenez comment on peut les écrire ou comment on peut en récupérer. C'est toujours les mêmes, hein, faut savoir. Donc ici on pourrait mettre les trois, puisqu'apparemment ce qui est conseillé c'est de mettre les trois. Ou de mettre que deux, comme on a vu, on aurait pu en mettre que deux. Mais bon, on va mettre les trois pour faire comme tout le monde. Alors cet attribut poster, pour l'instant je vais pas m'en occuper, puisque vous voyez il cible une image et je n'ai pas cette image. Ici, comme j'ai dit, voilà, je vais rajouter le truc audio ici, comme vidéo là. Je pensais que c'était une erreur, mais apparemment c'est pas une erreur. Ça a l'air d'être vraiment comme ça. Donc, maintenant qu'on a préparé le code comme l'audio, je vais me créer sur mon local web, à côté de musique et images, un dossier vidéo. Voilà. Et puis dans mes fichiers vidéo, j'ai une petite vidéo ici, qui est pas très grande, donc ça ira vite à convertir. Donc je vais faire le même principe que tout à l'heure, je vais la mettre ici pour faire joujou avec. Donc les fichiers audio, vu que je les ai en double dans l'ordinateur, c'est pas la peine que je les laisse sur le bureau. Et ici, on avait notre programme Miro converteur. Donc ce programme Miro là, très simple, on prend le fichier, on le glisse. Comme l'autre. Et ici, dans format, on va demander vidéo, et on pourrait demander OGG Theora, WebM en qualité HD ou SD, et le MP4. En gros, les trois formats qu'on a besoin sur le web. Donc disons je la veux en haute qualité, puisque c'est une vidéo en HD que j'avais mis. Donc je vais le mettre en haute définition, et je demande de le convertir. Et vous voyez qu'il se met à convertir la vidéo. Donc voilà, je vous ai passé le temps de conversion.
Donc là on pourrait se dire mais ouais, il est où mon fichier? Donc je vais regarder dans les paramètres, voir ce qu'il raconte. Pas grand chose. Show file. Et on voit qu'il l'a rangé dans un dossier, dans mon dossier mes vidéos en fait. Ouais, il a créé un dossier Miro converteur puis il les met dedans. Donc apparemment c'est son chemin par défaut. Bon c'est pas grave, ça me dérange pas tant que je sais où ça se trouve maintenant. Donc ici je vais prendre toujours mon fichier MP4 et puis je vais le reconvertir. Pas en MP4 puisque ça servira à rien, donc je vais le convertir en OGG. Et je demande de le convertir. Donc logiquement derrière on devrait voir le fichier ici qui est prêt à se faire convertir. D'ailleurs on voit que l'opération est un peu plus rapide déjà. Et voilà, je me trouve avec mon fichier OGV, WebM et mon MP4 d'origine. Donc bien sûr, hein, si j'avais par exemple le WebM et que j'avais pas le MP4, je mets le WebM puis je le convertis en MP4. Donc ça c'est de ce côté-là. Et pareil, il y a que le nouveau programme que je vous avais fait télécharger juste récemment. Donc FreeMake vidéo. Voilà. Donc disons qu'ici par exemple j'ai le fichier WebM, mais j'ai pas le fichier MP3, MP4 plutôt. Donc je demande de me le convertir en MP4. Je lui dis tu me le mets au même endroit que l'autre. Et hop, MP4 ça va très vite. Et si je regarde au même endroit que l'autre, normalement j'étais censé trouver le MP4, mais il l'a mis dans vidéo il me semble. Voilà. Donc il est venu me le mettre juste à côté du fichier original. Bon. Maintenant qu'on a nos fichiers, on va dire comme on veut. Donc le MP4 et ces deux formats là. Alors peut-être parce qu'il est ouvert et du coup voilà, c'est ça. Donc ces fichiers, je vais l'appeler tuto pour que ça aille plus vite dans les noms. Et je vais les copier tous les trois, du moins les couper pour directement les mettre dans mon web local, local web, le dossier vidéo que j'ai préparé, et je les mets tous dedans. Donc maintenant dans mon fichier source, donc j'ai bien le fichier WebM, MP4, OGV. D'accord. Le type c'est OGG pour le fichier OGV, donc le conteneur c'est OGV, mais le codec c'est OGG. Le conteneur MP4, le codec MP4 apparemment, mais là c'est H264 le codec plutôt. Et là pareil, WebM et WebM. Donc ici c'est plus exemple, mais pour nous c'est le dossier vidéo, comme pour le dossier musique que j'avais fait au-dessus. Donc ils sont tous dans ce dossier vidéo, et ils s'appellent tous tuto. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Donc faisons un petit peu cette chose, comme tout à l'heure. Le MP4 c'est le format qu'on connaît tous. Du moins, je pense que vous le connaissez. Donc je vais mettre en commentaire le WebM, et je vais mettre en commentaire le fameux OGV. J'enregistre mon fichier d'accueil, puis dans Google, je vais actualiser ma page d'accueil. Donc sur ma page d'accueil, je vois la vidéo dans Google. De toute façon, on a vu que Google, il n'y a pas jamais de surprise, il comprend toujours tout. Et il n'y a pas de souci, il me lit la vidéo. Bon, qu'en est-il d'Internet Explorer? Je vais à l'accueil. Donc visiblement la petite balise là a fait son effet puisqu'il a tout de suite réagi là.
ou alors c'est qu'il avait envie de m'embêter. Et si on le lit, pas de problème, la vidéo se lit. Si je vais dans Opera, que je vais sur ma page d'accueil, là on voit pas de vidéo. On voit un espèce de lecteur, comme il fait à chaque fois, mais rien ne se met dedans. Donc Opera connaît pas MP4. Si on regarde notre liste, Opera et MP4, donc le H264, connaît pas. Logique. C'est ce qu'il nous dit. Ensuite, Mozilla Firefox, on va à l'accueil, et lui connaît MP4. Donc comme on le voit, hein, maintenant, pratiquement tous connaissent MP4. Donc là, bah, c'est la même chose, hein, le truc n'est pas vraiment à jour, disant qu'il connaissait pas le MP4, mais c'était la version aussi 14, on est la version 22, et du coup ça a changé. Donc si ce n'est qu'Opera, qu'à chaque fois on doit prendre le format spécial, donc on pourrait tester le format OGG, comme on vient de faire pour les formats là. Donc là je vais déplacer juste le commentaire sur la ligne du dessous. Et plutôt de OGG, je vais prendre WebM, donc le format que Opera est censé comprendre, WebM, et que Chrome et Google doivent comprendre, Internet doit pas comprendre normalement. Voyons voir. On n'est pas plus fixé que par soi-même. Hop, j'actualise. Donc je suis dans Google, sans Google, comme on dit, pas de surprise, il connaît tous les formats lui. C'est l'avantage. Pour ça, si vous voulez un navigateur, prenez Google. Ici, source non valide. Logique, il nous a dit que le site internet ne comprenait pas ce format. Donc, pas de surprise. Opera, donc là il est censé le comprendre lui, parce que c'est pour lui. Et, bah non, puisque c'est le WebM, et je crois pas que c'est le WebM qui comprend. WebM, ah si, contrairement, il devait comprendre le WebM. Mais je verrai plus qu'il va comprendre le OGG, Opera. Apparemment il s'est trompé dans ces cases. Donc, bah on voit, hein, Opera ne comprend pas le format qu'on lui a donné, qui est WebM. Et Firefox, donc on actualise la page. On a le curseur, il avance tout de suite directement. Ah, voilà, tant qu'il se décide. Mais il comprend le WebM. Donc on voit que des fois on peut pas trop se fier aux informations web et qu'il vaut mieux le tester soi-même. Qu'en est-il de la dernière? Donc le OGG. Pour l'instant, tous ont compris le MP4. Un seul, voire deux, n'ont pas compris le WebM. Et on va voir le OGG qui le comprend. Même chose, j'actualise la page. Google, toujours pas de surprise. Bon, sauf que la qualité, là, d'un seul coup, on se dit, pas très top. Mais c'est la conversion hein, qui a fait ça. Ici, lui, il comprend pas. Ok. Hop là, j'ai fermé plus tôt. Donc, lui, bah, il comprend pas. En gros, Opera, là, il comprend aucun des formats qu'on vient de lui donner. Donc, bah, je vois pas à quoi ça sert, en fait, de mettre 3 balises, si ce n'est que le MP4, tout le monde le comprend sauf Opera, mais que Opera, bah, aucune des 3 la comprend. Donc, en d'autres termes, la seule balise MP4 suffirait largement, on ne serait même pas obligé de mettre les autres, donc pas obligé de convertir les vidéos dans les autres formats. Donc peut-être que le format OGG c'est très mal converti par rapport au convertisseur, c'est fortement possible, parce que vu la qualité de la vidéo, c'était pas trop ça quoi. Bon, c'est pas grave, pour les exemples, on a les 3 vidéos de toute façon. Voilà.
dans les trois formats, comme on devrait le faire normalement. Mais on voit que, voilà, depuis le temps que l'article a été rédigé et tout, bah, que le format MP4 maintenant est largement dominant. Donc si j'enregistre et que j'actualise, bah, ça va rien changer, sauf que là il va prendre le premier format de la liste, parce que Google il les connaît tous, donc pour lui c'est le WebEM. Ça tombe bien, c'est le format Google. Et c'est celui que j'ai mis en qualité HD. Bah, ça se ressent bien déjà à la qualité de l'image quand même. Donc voilà, pour ce qui est, on va dire, des sources audio et vidéo. Bien sûr, là j'ai mis un lien relatif vers un dossier qui se trouvait sur le PC, mais j'aurais pu mettre un lien absolu vers une adresse web qui pointe sur un fichier MP4, WebEM ou OGG. D'accord? Même chose pour la musique. Hein. Là on prend parce qu'on est dedans, quoi, dans notre dossier. Mais on pourrait le faire comme on l'a vu précédemment avec les liens absolus et relatifs. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Donc oui, le menu. Alors là, on a un menu de type, comment dire, horizontal. Plutôt vertical, puisque les éléments sont à la verticale. Si on aurait voulu un menu genre horizontal, bah, par exemple, je vais copier, bah, je vais faire un double du menu. Et au lieu de mettre des UL et des LI, je vais tout simplement laisser les A. Et par exemple, après le A, donc après cet élément qui s'affiche dans le A et qui sera cliquable, juste après, je vais mettre un espace vide, puisque 1, on en a le droit, c'est 2 qu'il faudra mettre le caractère, comme on a vu, les entités. Donc je vais mettre un tiret, puis à la suite, je vais demander le deuxième lien. Donc si je regarde sur ma page, j'ai un menu à la verticale et un menu, si je veux, à l'horizontale en mettant mes liens à la suite les uns à côté des autres. Donc voilà comment on peut faire un menu horizontal et vertical. C'était une toute petite parenthèse. Donc maintenant le petit point du côté Bootstrap. Alors qu'est-ce que c'est ce... Donc ce truc là il va nous servir en fait à... comment dire, à styliser un petit peu notre site sans faire de CSS tout de suite. Bon là, pour vous dire, les balises, on a fait un bon tour, franchement, un très très bon tour. Par contre, ouais, ça, non. Ça, cette histoire d'audio là et de vidéo, ça me plaît pas. Y a pas besoin de mettre ça. J'en suis presque sûr à 100%. Limite, vous pouvez regarder sur d'autres sites s'il y a bien ce mot audio en plus ou vidéo, mais franchement, je vois pas pourquoi il y aurait un mot ici comme ça. Ça change rien pour moi. Bon, c'est juste à mon avis que plutôt qu'Internet me faisait chier. Voilà, parce que vous voyez, j'ai pas mis les mots et toi ci il dit plus rien. Donc, on va en croire la bonne expérience qui dit qu'une balise s'ouvre, une balise se ferme et il n'y a pas de balise comme ça, bizarre en plein milieu. Donc, ce point là, maintenant l'histoire de Bootstrap. Alors bah, hop, ça je vais le fermer, et puis là je vais repartir sur Google, et on va taper Bootstrap. Donc, Boot, S-T-R-A-P. Et ici, bah, on clique sur Twitter Bootstrap. Alors ici on nous propose de télécharger le Bootstrap de Twitter. Donc on se retrouve avec un dossier zippé. Voyons voir dans notre dossier téléchargement qu'est-ce qu'il nous a fait.
Donc les programmes que j'ai installés et l'encodeur, je vais les enlever, puisque ça sert à rien vu que c'est fait. Et que la DLL je l'ai placé dans le dossier spécialement Audacity, comme ça je sais que j'y touche pas. Et ce zip, je l'extrais. Voilà. Et dans ce zip, j'ai un dossier Bootstrap. Dedans j'ai un dossier CSS qui contient 4 fichiers de style. Un dossier image qui contient 2 images, mais en fait il y a plus que 2 images, on verra ça plus tard. Et un dossier JavaScript pour certaines choses que le Bootstrap utilise, sans qu'on ait trop à faire quoi que ce soit. Bon. Alors ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est de copier un seul des dossiers Bootstrap. D'accord, je vais pas copier le Bootstrap, puis seulement les fichiers. En gros, moi ce que je veux, c'est Bootstrap, puis les fichiers. Donc je copie ce dossier Bootstrap, puis dans mon web local, à la suite, je vais je vais coller le dossier Bootstrap ici, au même niveau que les autres éléments. Alors, pour mettre le Bootstrap en place sur notre site, on va devoir intégrer soit le fichier Bootstrap CSS ou le fichier Bootstrap min CSS. Quelle est la différence entre ces deux fichiers? Principalement la taille. Min est plus petit que le normal. Et ensuite on verra plus tard quand on travaillera dans ces fichiers, parce que là j'ai pas envie de vous perturber en les ouvrant, plus tard quand on travaillera avec ces fichiers, on verra pourquoi il y en a un qui est minimum et un qui est normal. C'est comme le responsive, on a un minimum et un normal. Donc pour l'instant, pour pas se prendre la tête avec les minimums ou normal, on va prendre les normales. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi les minimums. Donc ici, il faudrait que je le dise dans mon document. Lis-moi ces deux fichiers CSS. Quand je dis lis, c'est pas lire le fichier, c'est attacher le fichier, c'est-à-dire incorporer le fichier dans ma page. Bon, le fichier va pas s'afficher dans la page. Hein. C'est un petit peu comme une image, mais là c'est pas comme une image. Alors on va voir ça. Donc je vais commencer principalement sur ma page index. Donc ces liaisons de fichiers pour le CSS vont se faire dans le head. Donc peu importe, ça peut être avant meta, après link ou comme vous voulez. Donc là je vais le mettre à la suite de link, puisqu'en fait c'est le même type que link pour le CSS. Sauf que la relation ici c'est pas favicon mais style sheet. D'ailleurs c'est un truc qui vous dit tout seul normalement quand on fait link puis CTRL ALT entrée. Vous voyez par défaut il dit la relation est style sheet qui veut se traduire par une feuille de style. Et maintenant on doit donner le chemin de ce fichier, de cette feuille de style. Donc le chemin par rapport à mon fichier index, là je suis dans le dossier téléchargement, hop. Donc mon fichier index il est ici, je dois aller dans le dossier Bootstrap, puis dans le dossier Bootstrap, je dois aller dans le dossier CSS, et ensuite je dois dire c'est le fichier Bootstrap CSS. Puis ensuite j'ai intégré le Bootstrap responsive. Donc, premièrement, je dois aller dans le dossier Bootstrap. Deuxièmement, dans le dossier CSS. Troisièmement, prendre le fichier qui s'appelle bootstrap.css. Je vais simplement copier et coller cette ligne, puisque l'autre fichier s'appelle simplement bootstrap responsive CSS. Donc je vais copier le nom et je vais le remplacer par bootstrap responsive CSS.
Donc notre feuille d'index vient de se faire alimenter de ces deux feuilles de style. C'est du code CSS qu'il y a dedans, mais qu'on n'a pas besoin d'aller y toucher. D'accord? Pour l'instant, on s'en fout que ça soit du CSS. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on crée deux balises HTML, et que ces balises HTML font appel à ces deux fichiers. Comme la balise là ferait appel à notre icône, ou que la balise image ferait appel à notre image. Voilà. Donc là, c'est juste, ça fait appel à des fichiers CSS. Et on n'a pas besoin d'en savoir plus. Ensuite, les images. Alors, les images, on n'a pas besoin de les dire, puisque les images vont être appelées à partir des fichiers CSS. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher les images de ce dossier-là. Et le CSS, faut le laisser comme ça. Puisqu'il s'attend à aller à un dossier en arrière, lui, puis aller dans le dossier images. Et ça, c'est défini là-dedans. Donc on n'y touche pas. Dans le JS, le JavaScript, donc c'est le même principe que le CSS. On a un fichier Bootstrap et un fichier Bootstrap min. Et la différence, c'est le poids, la taille. Donc comme pour le CSS, on va intégrer ce fichier dans notre page, mais cette fois-ci, il s'intègre normalement en bas de la page. Donc avant la fermeture du body, puisque c'est dans la page, et c'est pas entre le HTML et le body, mais c'est dans le body, mais avant la fin, donc après le footer. Et ici c'est une nouvelle balise qu'on n'a pas encore vue, qui s'appelle script. Script pour les scripts comme JavaScript. CTRL ALT entrée. Voilà. Donc là il me l'a pas dit, mais normalement script a un attribut type qu'on le définit à texte slash de type JavaScript. Un petit peu quand on disait pour nos vidéos type audio OGG ou audio MP3, type vidéo MP4. Bah là pour un fichier JavaScript JS comme on a vu, c'est le type texte JavaScript. Et ensuite, ce script, bah, il a une source, un petit peu comme le href ici, comme un A à un href, donc comme une mage a une source, bah là, un script a une source. Et cette source, bah, bien sûr, c'est le fichier JavaScript. Donc, même principe, de local web, de ma page d'accueil, d'index plutôt, je dois aller dans le dossier Bootstrap, puis au lieu d'aller dans CSS, je vais dans JS, puis au lieu de dire Bootstrap CSS, je dis Bootstrap JS. En d'autres termes, c'est pratiquement le même chemin que ceci, sauf que je vais remplir ces CSS par JS. Mais que ça, je le mets dans la source de mon script. Donc le dossier Bootstrap, le dossier JS, puisque là c'était le fichier JavaScript, et le fichier s'appelait bootstrap.js. Voilà, je viens d'intégrer le script de Bootstrap, donc c'est ce qui permettra une certaine interaction qu'on aura le temps de découvrir, et les fichiers de style qui vont permettre de mettre en forme un petit peu mieux nos pages web. Parce que jusque là on a vu nos pages web, côté esthétique, c'est pas trop ça en fait. Hein, par contre, côté structurel, c'est au top. Mais voilà, côté esthétique, c'est à revoir. Donc, je vais enregistrer mon fichier d'index HTML. Et dans le navigateur, je vais actualiser, je vais aller sur ma page d'index puisque je suis sur l'accueil, donc je vais demander d'aller à l'index. Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? On voit déjà que la police d'écriture a un petit peu changé. On voit qu'ici les espaces sont complètement partis, que la couleur des liens est un petit peu plus claire et que le titre est vachement gros. Donc ça a stylisé un petit peu notre page. Donc, alors on pourrait se dire, mais ouais, super ton truc, mais à quoi ça sert là? Moi je vois pas trop de changements, la page elle est pas beaucoup plus belle qu'avant.
Certes, pour le moment, oui. Donc, ce Bootstrap, pour l'instant, on n'a été que sur sa page d'accueil et on a téléchargé ce truc sans même savoir qu'est-ce que c'est. Donc, Bootstrap peut avoir ces apparences-là, a donné ces apparences-là à vos sites web. Bien sûr, il fait pas ça tout seul, hein, vous devez vous-même dire ce que vous voulez. En gros, il est adaptable sur des grands écrans, des tablettes ou des smartphones. Donc là, on est dans le menu Home. Dans le menu Get Started, ici, vous allez avoir des éléments sur le Bootstrap. Comment il est composé, le dossier Bootstrap. Donc, un dossier Bootstrap, CSS, JS et les deux images. Il va nous expliquer ensuite comment intégrer ça normalement dans une page. Donc visiblement le Bootstrap a besoin d'une autre chose que je vois ici, qui est le jQuery. Alors tout ce que vous allez faire, c'est comme il fait lui. Donc nous on a mis une balise script avant la fermeture du body qui visait le dossier Bootstrap. Donc on va rajouter ce script ici qui va faire appel à jQuery et il faudra le mettre avant Bootstrap. Alors ça je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais faites comme c'est indiqué ici. D'ailleurs vous voyez que le fichier de style a été intégré ici dans le link, dans le head. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on sait comment on fait. Mais après c'est une habitude, à force de le faire vous verrez que vous aurez l'habitude, vous saurez qu'il faut le mettre là et puis que ça il faut le mettre là. Du coup je retourne ici dans mon index et juste avant le fichier Bootstrap, je colle la ligne que j'ai copiée. Alors là il n'y aura pas de souci puisque ça fait appel à une adresse absolue qui va sur un site code jQuery.com et qui charge le fichier JavaScript directement depuis le web. Donc on peut le charger depuis, comme on le voit ici, notre ordinateur, notre disque dur, mais sur notre serveur web en quelque sorte, pas vraiment le disque dur C, et tout le machin, mais HTTP 127.0.0.1 et qu'ici il va le télécharger sur http://google comme vous le voyez. Donc même chose, si j'ajoute cette partie, j'enregistre mon index et que je réactualise ma page d'index, visuellement il va encore rien se passer. Donc et là il nous fait voir des exemples. Donc des types d'exemples qu'on pourrait utiliser, c'est ce qu'on appelle des templates, des blocs d'éléments qui sont déjà prédisposés pour vous donner une idée d'une apparence d'un site ou d'un module de connexion ou voilà, comme il vous fait voir les choses, quoi, on va dire. Donc bien entendu ça ne s'arrête pas ici. Ici on va voir le scaffolding. Et ici, il va nous parler de typographie, c'est-à-dire pourquoi ça a changé. Donc déjà, on a eu une feuille de style qui a été intégrée, qui s'appelle Normalize. Et c'est pour ça que quand, ici, vous voyez bien les espaces, par exemple, ce qui est flagrant, ça va être entre le Word et la photo, puisque ma page d'accueil a aussi une photo et ce Word. Mais ma page d'accueil n'a pas le Bootstrap. Et vous voyez que l'espace est grand. Là aussi, et là aussi. Le reset CSS, déjà c'est ce que ça a fait. Ça a supprimé toutes les marges qui n'ont pas lieu d'être là, que le navigateur rajoute à notre insu. Mais c'est pour son esthétique à lui qui prend ça par des valeurs par défaut. Il faut bien qu'il y ait des valeurs quelque part et voilà, chacun choisit ses valeurs par défaut. Et du coup, le fichier normalize, on le voit pas, hein, c'est parce qu'il est dans le fichier bootstrap CSS. Ce fichier là fait en sorte que ça enlève tous ces trucs là. Alors ensuite on a un espèce de truc sous forme de grille. Et ces grilles se créent de cette façon. Alors, c'est une balise qu'on n'a pas vue, div. Et c'est une balise que vous allez voir beaucoup. Div représente une balise de type bloc. Donc
espaçage au-dessus, espaçage en dessous, comme ces types-là. Vous voyez, il y a des espaces au-dessus et en dessous. Et ces divs n'ont pas de sens particulier, si ce n'est que ça représente une division du document. Ça ne veut pas dire que ça coupe le document en deux. Ça veut dire simplement qu'on peut créer plusieurs blocs, des blocs dans des blocs à côté des blocs. Voilà, des divs ça représente des blocs. On a la même équivalence, c'est ce qu'on appelle un span. Donc pas comme vous le voyez ici de cette façon, mais span comme une balise comme on verrait pour div. Donc c'est pareil, tous les deux sont pairs, donc elles s'ouvrent et elles se ferment. Et un span est dit en ligne, c'est-à-dire qu'on peut intégrer plusieurs spans entre des mots, entre des lettres, pour faire des choses particulières qu'on verra un peu plus tard par la suite, parce que ça fait appel au CSS en général. Donc, là pour le moment, il nous explique en gros que si on fait 8 et 4, ça va donner 12. Pourquoi 12? Parce que la grille, elle est basée sur 12 colonnes, comme il nous explique. Et là, il est en train d'expliquer qu'il faudra mettre, si on veut, par exemple, 2 colonnes, comme il y en a 12, la première colonne, je veux qu'elle en prenne 8, puis la deuxième colonne, je veux qu'elle en prenne 4. Voilà pourquoi il fait 4, 8, par exemple. Mais il aurait pu faire 6, 6 pour faire la moitié. 6 plus 6, 12. Ici, il va lui expliquer qu'on peut décaler les colonnes, en fait. Donc pour ça, il ajoute un paramètre en plus comme offset. Donc là, on voit le premier, c'est un row, donc c'est une ligne. Ensuite, on a un span 4. Donc on voit ici la représentée par le chiffre 4 à l'intérieur. Et ensuite, on a un span 3. Un span 3, mais avec un décalage de 2. Donc il a décalé de 2 blocs là, de 2 colonnes, avant de mettre le span 3. Alors, ici, ce serait pour... là, on voit des lignes tout seul, d'accord. Et là, on voit des lignes dans des blocs déjà, en fait. Donc c'est une ligne, row. Donc ça se représente par la classe row, une ligne. Donc ici, ça commence comme ça. Puis dans ce row, on a un truc qui est span 9. Donc tout le 1 en haut. C'est pour ça qu'on voit level colonne 1 ici, qui est bien dans le span 9. Et dans le span 9, on a encore un row, c'est-à-dire dans le span 9, c'est pour ça qu'on voit ici encore le span 9 derrière, la même couleur. Donc on a une ligne dans ce span 9, une ligne en plus, c'est pour ça qu'on voit 2 éléments en dessous. Et ceux-ci sont divisés de cette façon suivante. La première c'est un span 6, et la deuxième c'est un span 3. Donc 6 plus 3 égale bien 9, comme le bloc au-dessus. Donc ça c'est pareil, c'est à respecter. Donc après on a des trucs qui s'appellent fluides. On verra ça un peu plus tard, mais c'est le même principe, sauf que après row, vous rajoutez simplement row fluide dans la classe et non pas row. Ouais, c'est ce qu'il dit, vous changez row par row fluide. Et on verra pourquoi fluide plus tard, quand on parlera plus de CSS et autres. Donc là où on va pouvoir mettre notre premier exemple en pratique avec le Bootstrap, c'est dans cette histoire de grille et de colonnes là. Et en d'autres termes, un row présentant une ligne, d'accord, et dans cette ligne on peut avoir plusieurs colonnes, chacune étant représentée par un span d'un certain nombre, pour indiquer le nombre de places qu'elle prend sur ces colonnes. Si je reviens ici dans l'histoire de mon tableau là, et que j'essaye de faire en sorte que mon tableau ce soit plus vraiment un tableau, mais que ça soit plus dans le style du Bootstrap de Twitter. Donc vu que ce tableau se trouve sur l'index HTML,
et que pour pas enlever le code du tableau, parce que je vais le laisser pour l'instant sur l'index, je vais copier tout le fichier index, CTRL A, CTRL C, puis je vais me créer un nouveau fichier. Et celui-ci, je vais l'enregistrer sous le format HTML, et je vais l'appeler Bootstrap. Voilà. Pas vraiment. Je sais pas ce qu'il me fait là. Je crois que je lui dis le dossier apparemment. Voilà. Parce qu'il y avait un nom qui portait le même, un dossier qui portait le même nom, donc il croyait que je voulais dans le dossier et pas enregistrer le fichier au nom HTML. C'est pour ça que j'ai ajouté l'extension manuellement .html. Donc ce qui fait que dans notre serveur, maintenant, on a un fichier Bootstrap HTML qui existe. Pour l'instant, on n'a pas de lien qui nous emmène vers ce fichier, mais c'est pas grave, on sait qu'on peut l'appeler. Bootstrap.html. Voilà, donc c'est le même que l'index puisqu'on a fait du copier-coller de l'index. Donc on va le différencier dans le sens où page test de Bootstrap. Et dans le titre de la page là-bas, je vais mettre Bootstrap. Voilà, puis j'enregistre. Si j'actualise, voilà, maintenant c'est une page pour Bootstrap. Donc le premier but va être en gros de dire, bon si ma page fait 12 colonnes, moi je veux pour le moment une ligne, donc en gros on va dire que tout ça c'est une ligne, et que dans cette ligne, je veux 4 blocs. Donc si je fais 12 divisé par 4, ça me donne 3. Donc chaque bloc auront une largeur de 3 colonnes, on va dire. Puisqu'en tout, je peux avoir 12 colonnes, j'ai 4 blocs, donc chaque bloc vaut 3 colonnes. Alors, je vais mettre juste après le table pour commencer à créer la structure de cette chose-là. Donc, on va prendre une nouvelle chose au niveau... ça s'appelle comment encore? Du Zen Coding, c'est-à-dire ajouter un attribut un attribut classe. Un attribut de classe. Donc un attribut de classe, par exemple, on voyait que c'était div classe row. Comment je vais dire ça en fait? Je vais dire div.row. Le point représentant le mot-clé ici qu'on verrait classe qui serait égal entre parenthèses à row. Donc c'est un raccourci. Div.row dira que ça va créer un div avec la classe row. CTRL ALT entrée. J'attends qu'il traduise. Voilà. Donc div avec la classe row. C'est comme ce que le Bootstrap de Twitter nous disait de faire. Donc, dans ce div, il y a la classe row. Moi, je vais dire, maintenant, tu as des spans, donc des divs qui ont la classe span, et c'est 3, la valeur 3, puisque j'en aurai comme ça 4. Donc, cet élément div span 3, tu me le multiplies par 4, puisque j'en veux 4 pour faire 12. CTRL, ALT, entrée. Et voilà. Donc j'ai mes 4 divs qui ont tous la classe span3. Hop. Je vais espacer les blocs. Et puis dedans je mettrai du contenu à l'intérieur de ces divs. Contenu que je peux déjà prendre. Donc ici, on va plus faire le système des colonnes comme ça. Donc ça,
je vais juste en garder un. Je vais remonter le texte à côté. Bon là je vais enlever la partie TD. Là je vais enlever le fameux BR. Et je vais remonter le TD juste au-dessus. Donc ici je vais mettre les contenus des TD par exemple. CTRL C. Donc je mets ça ici. Bien sûr je vais pas laisser des TD puisque les TD c'est pour des tableaux. Donc avant je vais réindenter un petit peu mieux le code. Voilà. Et à la place des TD, bah, je vais mettre allez, des P pour faire des paragraphes. Ok. Et bah je vais recopier ces mêmes éléments. Et voilà. Donc en gros, bah, j'ai recréé on va dire ces 4 blocs là. Pour ce qui est le footer, ça, on verra après. Donc pour l'instant, ça je vais l'enlever. Ce qui est au-dessus, je vais l'enlever. Et pour ce qui est les en-têtes, je vais l'enlever aussi. Donc en gros là je garde pour l'instant ma section, mon article et dedans la structure que le Bootstrap Twitter me propose. Donc si j'enregistre ce fichier, puis qu'à nouveau j'actualise le fichier Bootstrap, ben on voit que les éléments se sont positionnés apparemment comme je l'ai demandé. Donc là on pourrait croire que ça n'a pas beaucoup changé, mais ça a énormément changé. Ici il faut bien être conscient que le div là il crée pas des carrés comme ça. En d'autres termes, si ici j'enlève la liaison Bootstrap, imaginons que je mets en commentaire cette partie, et que du coup le fichier CSS ne fait plus la gestion des éléments sur ma page, on va vite se rendre compte que ce que j'ai fait, ça produirait ça en fait, s'il n'y avait pas le fichier Bootstrap. Donc grâce au fichier de Bootstrap, j'ai réussi à recréer une sorte de tableau, mais sans mettre la balise tableau. En gros, j'ai un peu moins de code pour réaliser à peu près le même rendu visuel. Bien sûr, ça va aller bien plus loin, on va pouvoir pousser les choses bien plus loin. Et pour l'instant, vous avez vu, on n'a pas touché à du code CSS, si ce n'est qu'intégrer des fichiers dans notre page. Mais on n'a même pas été voir le contenu de ces fichiers encore. Et on voit comment déjà ça peut fonctionner. Donc bien sûr, là ça fait 1h28, donc je vais pas continuer sur cette vidéo, dans une prochaine. Donc bien entendu, on va continuer sur Bootstrap, de toute façon, on va l'utiliser beaucoup après aussi, au fur et à mesure du temps. Donc on verra tout ça, on découvrira tout ça comme on découvre depuis le début. Ça ne va pas changer. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao, bye bye.